Je vous salue cordialement, ici Piotr Przybytan. Dans cette vidéo, je vais présenter les bases du programme F-Chart, qui est la version numérique du diagramme de Mollier. Le programme fonctionne généralement selon deux systèmes. Le système Carrier, que nous voyons actuellement à l'écran, ainsi que le système Mollier. Et en général, le programme fonctionne également à la fois avec le système d'unité métrique SI, ainsi qu'avec le système d'unité impériale IP. Toutefois, pour moi aussi, le système SI est le système par défaut. D'accord. Ce que nous voyons à l'écran est généralement déjà une analyse prête effectuée sur le diagramme de Mollier, le diagramme psychrométrique. Et par conséquent, nous commençons par créer un nouveau fichier. Et maintenant, concernant les caractéristiques générales du programme. Le programme est construit de telle manière que dans cet endroit ici, nous avons une fenêtre présentant les paramètres de l'aire dépendant de la position du curseur à l'écran. Ici, nous avons une petite fenêtre avec des points définis. Ici, nous avons une barre avec laquelle nous pouvons définir différents types de transformations d'air prédéfinis, ainsi qu'un point quelconque ou un coefficient directeur. D'une transformation donnée, transformation sous forme de coefficient epsilon ou de coefficient SHR. Nous avons un bouton pour la liste des processus. Nous avons un bouton pour la liste des coefficients de transformation créés. Et nous pouvons ici créer un rapport, tandis qu'ici, avec cette fenêtre, nous pouvons très rapidement, sans entrer dans les paramètres principaux du programme, changer la pression atmosphérique. Nous pouvons également décider si nous voulons que les processus présentés sur le graphique soient animés ou non, ainsi que pendant l'animation, quelles valeurs décrivant le processus donné doivent apparaître. Cela doit-il être uniquement le flux d'air ou également la chaleur totale, sensible et latente? Et à l'aide de ce curseur, nous réglons la vitesse de l'animation. Ici, nous avons un bouton, affichage ici de cette barre supérieure, section, avec des photos de section, à l'aide de laquelle nous décrivons de manière plus lisible les transformations. D'accord. Ici, bien sûr, nous pouvons changer la position de cette fenêtre à n'importe quelle position. L'endroit, si cela nous intéresse. Pour changer l'échelle de l'axe, nous pouvons utiliser ces boutons-ci ou bien la molette. Ici, si nous utilisons la molette, nous pouvons diminuer ou augmenter la portée de ce graphique. Nous pouvons aussi le modifier ici à l'aide de ces boutons. En bas, nous avons des boutons similaires ici et ici. Pour augmenter la teneur en humidité également, on peut. Si nous aventurons généralement dans des zones éloignées du graphique qui, disons, ne nous intéressent pas et que nous ne voulons pas ensuite jouer avec les boutons, nous pouvons simplement appuyer sur le bouton taille par défaut et revenir à la plage par défaut de notre écran qui couvre 50 degrés Celsius et une teneur en humidité de 25 grammes par kilogramme, ce qui, dans la plupart des cas, pendant l'analyse sur le diagramme psychrométrique est tout à fait suffisant. Je vais peut-être encore dire quelques mots sur les paramètres. Ici, nous avons un bouton dédié. Pour cela, nous pouvons entrer la pression atmosphérique, ici soit sous forme Y, en entrant la valeur de la pression en pascal, ou encore H, l'altitude par rapport au niveau de la mer. Ici, si nous entrons une valeur, disons 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, le programme calcule automatiquement la pression atmosphérique adéquate pour cette altitude. Mais en général, nous opérons sur, ici, les valeurs 1013 hectopascales, au moins pour moi. Et ensuite, nous avons ici la plage du graphique. En principe, nous le réglons ici à l'aide de ces boutons, plus commodément à mon avis. Ce que nous voulons rendre visible, c'est-à-dire l'isoling de l'humidité relative de la densité de l'enthalpie. Ensuite, des aspects visuels liés à l'affichage. Ici, ces différentes fenêtres. Ici, nous avons l'endroit où nous voulons que s'affiche la description du point.
ainsi que les descriptions qui doivent être ajoutées au point. Et bien sûr, la couleur des différentes lignes, ainsi que l'épaisseur. De mon côté, je suggère de régler ces épaisseurs de la même manière que moi, par exemple. La couleur, eh bien, l'épaisseur du processus est de 4, le coefficient directeur de la ligne, et l'épaisseur de la ligne 0.2. Quant aux autres, c'est-à-dire les lignes qui sont actuellement visibles sur le graphique, elles peuvent avoir une épaisseur de ligne réglée à 1. D'accord? Et maintenant, nous pouvons passer à « et ». Pour déclarer, par exemple, le premier point, dans le programme Xchart, c'est très simple, car il suffit de pointer à n'importe quel endroit sur l'écran. C'est évidemment la première méthode. En observant les paramètres ici dans cette fenêtre, nous pouvons définir un tel point. Eh bien, cela nous facilite évidemment grâce à notre genre de curseur qui nous montre l'intersection de toutes les lignes. Donc, c'est assez pratique, car nous pouvons le faire de manière relativement précise. Nous pouvons également, bien sûr, nous aider un peu ici à l'aide de la molette de défilement et du zoom. Et nous cliquons sur l'écran, nous appelons ce point E et confirmons. D'accord, ici dans le choix, nous pouvons bien sûr encore définir où nous voulons que la description se trouve. Si nous ne savons pas quelque chose, nous pouvons utiliser une suggestion en appuyant sur le bouton Aide ici. Si nous avons le premier point, ces fonctions ne seront pas actives, car pour le faire, il doit y avoir au moins 2 points définis sur le graphique. Donc, d'accord, nous appuyons sur OK et maintenant, nous pouvons bien sûr créer un deuxième point de manière analogue, où nous pouvons utiliser un processus prédéfini ici. Permettez-moi de vous montrer à quoi cela ressemble pour l'instant, disons, sans un sens physique plus profond. Transformation définie de manière arbitraire. Si c'était une transformation de refroidissement, elle viserait certainement ici à réduire la température et à diminuer l'humidité absolue. Donc, je clique ici. À cet endroit, je définis le deuxième point, E, et je suppose la création d'un processus avec un point prédéfini. Ici, je fournis un flux d'air ou aussi la masse de cet air. Je confirme OK et immédiatement à l'écran se crée la transformation de l'air comme on peut le voir. Ici apparaît aussi automatiquement tableau avec toutes les transformations que nous allons définir. Et ici, nous avons également créé cette transformation dans notre tableau avec la liste des processus. Si nous voulions la modifier, cette transformation dans par exemple, la quantité d'air, c'est alors que nous devons utiliser cette fonction, cliquer sur une telle transformation ou double-cliquer sur cette transformation pour entrer en mode édition, ou bien cliquer avec le bouton droit et choisir modifier la transformation dans le menu. D'accord. Et dans ce cas, nous avons ici 1000 mètres. Supposons que nous changions cela à 2000 mètres cubes par heure et ici, automatiquement, tout sera également recalculé. Comme il se doit, nous pouvons également éditer ces points de différentes manières. La première méthode est tout simplement de survoler le point, de le saisir avec le bouton gauche de la souris et de le déplacer en observant dans la fenêtre avec nos paramètres ici un endroit qui, disons, nous intéresse. Que ce soit par exemple ici, bien sûr, tout cela est automatiquement recalculé. Comme je l'ai dit, ici, nous pouvons indiquer ce que nous voulons animer pendant la transformation. Ici, nous avons aussi la vitesse de cette animation. Si nous voulons que cette animation s'arrête, nous pouvons simplement faire glisser le curseur jusqu'à la fin. Et alors, l'animation semble se figer. D'accord? Comme je l'ai dit, ici, nous avons la possibilité de définir différents processus. Commençons par la définition, par exemple, d'un point, appelons le point 3, et définissons la température à 20 degrés et humidité 50%. C'est une autre manière de définir un point. Ici aussi, nous choisissons où nous voulons que cette description se trouve. Nous pouvons également choisir, si nous voulons par exemple attraper un tel point sur une ligne existante, les transformations du processus ou aussi
Si nous avons défini un coefficient directeur de la droite SHR ou aussi epsilon, nous pouvons également le placer sur cette ici MME ligne. Ou bien nous pouvons directement définir le processus avec des points déjà définis auparavant. Mais disons que pour l'instant, nous définissons seulement un autre point. Et il apparaît ici. D'accord. Nous pouvons également redéfinir une transformation ici en entrant M. Il y a dans la liste des transformations, nous pouvons cliquer ici sur définir la transformation, choisir par exemple 2, 3. Charger le premier point, c'est-à-dire 2, charger le deuxième point, 3, définir le flux d'air et confirmer. Et de cette manière, nous avons deux transformations. Bon, maintenant, je vais montrer comment définir une transformation à l'aide de ces transformations prédéfinies ici, MMM. D'accord, donc, prenons, par exemple, la transformation de chauffage. Si nous n'avons pas défini de point, dans ce cas, nous devons d'abord le définir. Supposons que nous ayons un premier point à une température de moins 20 degrés et à une humidité de 100%. Et nous confirmons, d'accord, il apparaît ici. Maintenant, nous le chargeons. Et maintenant, nous voulons que, à partir de ce point 1, l'air soit chauffé, par exemple, à une température de plus 20 degrés. Donc, nous inscrivons que nous chauffons à plus 20 degrés. Nous fournissons, nous assignons un débit d'air ici. Par exemple, c'est 2000 mètres cubes par heure. Nous avons bien sûr deux options à choisir. Nous pouvons soit fixer la température et le programme nous calculera automatiquement la puissance de chauffage nécessaire, ou bien nous pouvons fixer la puissance de chauffage et le programme nous calculera quelle sera la puissance de chauffage suffisante, à quelle température réussirons-nous à chauffer cet air. Si nous avons des doutes, nous pouvons toujours utiliser le bouton d'aide ici. Une vidéo s'ouvrira sur YouTube montrant comment le maintenir créé. Ici, nous faisons juste le calcul et nous voyons que pour le faire, nous avons besoin de 31,04 kW de puissance de chauffage et le point résultant aura une température de plus 20 degrés et une humidité relative de l'air de 4,4%. Il ne nous reste plus qu'à dessiner cela sur le graphique. Et ici, bien sûr, nous pouvons aussi zoomer si nous en avons besoin. Ici, nous pouvons également l'utiliser pour, si nous présentons nos résultats à quelqu'un de cette manière. Donc, nous cliquons ici. Ici, nous cliquons ici comme, par exemple, sur un diffuseur, ou peut-être pas un diffuseur, mais ici, c'est un réchauffeur. Et ici, nous avons, par exemple, une pièce. Et c'est comme ça que ça se présente généralement. OK, les autres transformations. Sous forme de refroidissement, mélange, humidification, séchage. Cela se définit de manière analogue. Ici, nous avons par exemple la possibilité de définir le refroidissement sur la base du coefficient SHR, ou bien en utilisant la température de la surface de la paroi du refroidisseur. Nous avons toujours, sous chaque telle définition de processus, un bouton montrant comment utiliser une telle transformation. Donc, en avançant, nous pouvons définir le refroidissement en utilisant le coefficient de contournement BF. Nous pouvons définir la transformation de refroidissement adiabatique. Nous pouvons définir le point de mélange sur la base de 2 points et le degré de mélange. Nous pouvons définir la transformation de l'humidification à l'aide de vapeur d'eau à une température de 100 degrés. Nous pouvons définir la transformation de l'humidification basée sur l'humidification adiabatique à l'aide d'eau. Nous pouvons définir le séchage par refroidissement, c'est-à-dire le séchage par condensation. Et nous pouvons définir le séchage par adsorption, ici aussi. On a aussi ici la fonction de définition du coefficient directionnel de la ligne. On peut le faire soit par le coefficient epsilon, qui est exprimé par le rapport de la chaleur totale et de la masse de l'eau, du gain d'eau
et elle est exprimée en kilojoules par kilogramme, ou nous pouvons aussi exprimer le coefficient directionnel comme le coefficient SHL, c'est-à-dire le soi-disant sensible heat ratio, exprimé comme le rapport de la chaleur sensible à la chaleur totale. D'accord, KHM, et voilà en bref. En général, on peut dire les fonctions de base du programme. Là, je vais peut-être ajouter comment on peut éditer les différents points, car je crois que je ne l'ai pas montré. On peut éditer un point en le survolant et en utilisant le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu, par exemple en cliquant sur Edit Point ou de manière analogue dans cette fenêtre en survolant le point. Nous pouvons faire un Edit Point, éditer le point. Xchart permet l'automatisation du tracé de toutes les transformations de l'air sur le graphique. À cet effet, nous utilisons le calculateur des centrales de ventilation qui est ici directement connecté au diagramme psychrométrique. Et ici, nous pouvons effectuer des calculs pour l'hiver ainsi que pour l'été. Nous allons réaliser des calculs d'exemple pour l'été. Je les ai déjà entrés ici pour gagner un peu de temps. Nous prendrons un échangeur rotatif. Dans ce cas, nous pouvons également définir la récupération d'humidité que nous ne ferons pas. Ici, nous indiquons simplement les paramètres de l'air aspiré. Ici, nous indiquons l'efficacité de la récupération de la section de récupération de chaleur. Ici, nous indiquons le niveau de recirculation de l'air dans la chambre de mélange. Nous indiquons les paramètres de l'effet de l'air soufflé après le refroidisseur. Dans ce cas-ci, nous allons réaliser un séchage, c'est-à-dire un refroidissement profond jusqu'à une température de 12 degrés Celsius. Ici, nous indiquons la température de surface de la paroi du refroidisseur. Dans ce cas, je mets 7. Et comme c'est écrit ici dans l'astuce, si nous avons un refroidisseur à évaporation directe, dans ce cas, nous donnons la température d'évaporation du fluide frigorigène. Si nous avons un refroidisseur, dans ce cas, nous donnons la moyenne arithmétique entre la température d'alimentation et de retour du fluide frigorigène. Ensuite, nous indiquons la température que nous voulons obtenir après le réchauffeur secondaire. Flux d'air soufflé dans la pièce, flux d'air extrait de la pièce. Ici, nous recevons immédiatement, lors de la définition de ce type de paramètres, des informations sur la quantité de gain de chaleur totale, de chaleur sensible, de chaleur latente et d'humidité que nous allons retirer de la pièce avec cet air. Nous recevons également des informations sur le coefficient SHR et le coefficient epsilon qui lui correspond de manière analogue. Il suffit dans ce cas d'appuyer sur le bouton « Dessiner » sur le graphique et toutes ces transformations seront tracées sur le graphique sans utiliser cette barre et les transformations prédéfinies. Ajustons-le juste un petit peu. Et comme on peut le voir, tout a été dessiné. Nous pouvons l'expliquer ici pour une meilleure orientation à l'aide de nos mêmes icônes. Ce que je suis en train de faire, nous pouvons bien sûr le présenter selon le schéma de Carrier ainsi que celui de Molière. Ici, nous créons un rapport de notre analyse. Nous avons défini ici, comme vous pouvez le voir, tous les points, tous les processus, les transformations, notre graphe présenté et une légende décrivant ici tous, et bien tous, les termes qui ont été utilisés dans une telle analyse. Nous pouvons bien sûr également l'enregistrer au format PDF. Et c'est en gros tout ce qui concerne les caractéristiques générales du diagramme psychrométrique. Cependant, le diagramme lui-même et le Xchart possèdent également de nombreux outils intégrés qui facilitent le travail de chaque ingénieur, ici HVAC, dans lesquels nous pouvons utiliser. Et maintenant, j'aimerais les présenter brièvement et discuter. Je ne vais pas ici spécialement m'étendre sur ce sujet, car ces outils ont été décrits dans des épisodes vidéo séparés, dédiés uniquement à ces modules. Donc, commençons par la calculatrice.
des systèmes de ventilation plutôt simples en raison du fait que c'est assez fastidieux dans certaines circonstances. Cependant, si quelqu'un veut avoir le contrôle sur chaque raccord, il peut tout à fait utiliser ce calculateur. Ce calculateur est basé sur les normes ASHRAE concernant le calcul des pertes de charge locales et linéaires. Cela est totalement cohérent entre eux. Une fonction supplémentaire est également la possibilité de calculer l'affaiblissement des éléments ici présents, ainsi que le bruit propre, les bruits propres à travers des éléments. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ici? Définir la longueur, définir le diamètre d'une telle pièce, entrer le débit sur la base duquel la vitesse d'écoulement de l'air est calculée. Si nous avons affaire à une pièce inhabituelle ou si, disons, il pourrait y avoir quelque chose dans cette pièce qui constitue une résistance supplémentaire, nous pouvons l'inscrire ici directement en Pascal ou à l'aide d'un coefficient local. Résistance locale, le programme peut calculer essentiellement les résistances pour tout type de matériaux de tels conduits de ventilation. Nous pouvons le définir ou nous pouvons indiquer le coefficient de rugosité du matériau, acier ou PVC, ou bien comme je l'ai dit, je voulais utiliser n'importe quel autre matériau. Il suffit de définir son coefficient de rugosité. Le programme calcule également la masse des pièces moulées isolées ou non isolées. Si nous voulons calculer la masse d'une pièce moulée isolée, il suffit de choisir le type de matériau d'isolation. Nous définissons ici l'épaisseur de cette isolation. Le programme dispose d'une base de données intégrée. Voyez ici, voyez au densité dédiée de ce matériau, donc il calcule lui-même la masse de la pièce. Néanmoins, si quelqu'un a des valeurs plus atypiques, il peut naturellement les définir lui-même et sur cette base, le programme calcule la masse de la pièce, comme je l'ai dit. Nous pouvons l'accepter. Elle apparaît alors automatiquement ici. Et grâce à lui, il est possible de calculer l'atténuation des pièces de ventilation, ce qui est ensuite utilisé lors des calculs acoustiques. Mais je le montrerai une autre fois. Cependant, la manière d'utiliser la calculatrice est décrite dans une autre vidéo que nous pouvons regarder en cliquant sur ce bouton ici. Ensuite, nous avons un simple calculateur de bilan d'air où, pour un utilisateur étranger, en dehors du territoire de la Pologne, seule cette fonction est d'une quelconque utilité. C'est la détermination de la quantité d'air de ventilation basée sur du type typique, peut-être sur la base du caractère de la pièce. Donc ici, il suffit de poser dimension de la pièce, choisir le type de cette pièce. Le programme indiquera lui-même la quantité approximative d'air qui devrait être utilisée pour la ventilation de ce type de pièce. Ce sont des données de la littérature. En Pologne, par contre, pour un utilisateur polonais, nous pouvons encore utiliser deux autres fonctions supplémentaires basées sur nos réglementations locales ici. Ici, nous avons un calculateur d'éléments de régulation. C'est un élément qui permet de calculer la chute de pression, qu'elle sera générée sur ici la vanne ou le diaphragme axialement symétrique. Si nous devons procéder à un équilibrage hydraulique de l'installation et que nous devons la perte, une quantité déterminée de pression sur une branche quelconque. Avec ce module, nous pouvons déterminer l'angle d'ouverture d'une telle vanne ou bien la taille de l'orifice axialement symétrique. Ici, nous avons une calculatrice pour centrage de ventilation que j'ai montré et qui est en fait un élément utile du diagramme psychométrique. Ici, nous avons un calculateur pour les halls de piscine basé sur la norme VDI 2089, c'est-à-dire la norme allemande. En Pologne, malheureusement, nous n'avons aucune méthode utilisée ou définie qui ait le statut de norme ou de loi. Donc, nous avons pas mal de ces méthodes, ce qui peut être assez gênant. Cependant, la plupart des entreprises offrant des systèmes de piscine se basent sur la norme VDI 2089, c'est-à-dire qu'ici, nous pouvons également calculer n'importe quel type de la halle de la piscine en tenant compte du type de cette piscine, divers paramètres, des attractions aquatiques, du sol mouillé, la vérification des conditions de flux d'air pour la récupération de chaleur, afin d'éviter la condensation et ainsi de suite.
Ensuite, nous avons un calculateur de calcul acoustique. Comme je l'ai dit, ce calculateur de calcul acoustique est en fait connecté au calculateur de perte de pression. Où en entrant ici dans le calculateur certains raccords individuels, nous pouvons ensuite le copier dans le calculateur. Ce calculateur, et si nous définissions par exemple certains paramètres acoustiques du ventilateur, des raccords, du silencieux, etc., et que nous faisons un copier-coller, alors ils se rempliront ici automatiquement. Bien sûr, nous pouvons également le faire manuellement sans utiliser cet outil. Cependant, dans le calculateur, nous sommes en mesure de calculer exactement quel niveau de pression acoustique, c'est-à-dire ce qui nous intéresse en fait, s'établira à une distance déterminée de la source du bruit, dans ce cas du diffuseur à l'intérieur du plafond suspendu. Nous indiquons les dimensions de la pièce, la distance de la source de bruit, le coefficient. Ici, le coefficient d'absorption du son, qui dépend de la finition de la pièce donnée. Le coefficient directionnel, qui dépend de la position de cet élément générateur de bruit dans la pièce. Et nous pouvons ainsi déterminer quel sera le niveau final de pression acoustique à une distance R de cette source de bruit. Eh bien, dans ce module, nous avons également la possibilité de calculer la somme des sources de bruit, car ce n'est pas une somme algébrique, mais logarithmique, ce qui pose souvent certains problèmes. Ici, nous pouvons le faire très rapidement dans le programme. De manière analogue, nous pouvons également, pour les éléments placés à l'extérieur, déterminer quel sera le niveau de pression acoustique à une distance R de cet appareil. Nous devons seulement définir son niveau de puissance acoustique, la distance à laquelle nous voulons calculer, ainsi que choisir ici la variante du coefficient directionnel. C'est-à-dire si nous calculons ce bruit en espace ouvert ou si nous avons en chemin des obstacles qui vont réfléchir et ainsi peuvent provoquer un chevauchement et des limitations de réduction moindres. C'est assez important car très souvent, les ingénieurs rencontrent le problème de devoir déterminer un certain niveau de pression acoustique à une distance de la limite de la parcelle pour ne pas déranger le bruit, pour ne pas déranger l'ordre des voisins, des choses de ce type. Ensuite, nous avons une calculatrice pour les gains de chaleur et d'humidité d'une certaine surface où nous pouvons hypothétiquement supposer que nous avons dans notre structure, appelons cela une sorte de baignoire dans laquelle se trouve de l'eau et nous voulons calculer les gains de chaleur de cette baignoire. Nous pouvons utiliser cet outil ici. De la même manière, nous avons ici un outil pour calculer les gains de chaleur et d'humidité provenant des personnes en fonction de leurs activités et de la température. Ensuite, nous avons un calculateur de consommation d'énergie. C'est le deuxième, probablement l'élément le plus important de ce programme où nous choisissons une ville, l'une des 5003 villes dans le monde, d'autres paramètres, le planning de travail et nous pouvons très rapidement calculer combien d'énergie une centrale de ventilation consommera, combien de dioxyde de carbone elle émettra. Toutefois, je ne vais pas m'attarder sur cela, car cela a été décrit dans une toute autre vidéo qui est disponible sous ce bouton. Nous avons encore un outil sympa pour calculer et optimiser l'épaisseur de l'isolation des conduits de ventilation, ainsi que pour vérifier les conditions de condensation à l'extérieur ou à l'intérieur du conduit de ventilation en fonction des paramètres de l'air fixé à l'extérieur et à l'intérieur du conduit. Ici aussi, il y a une vidéo séparée disponible que nous pouvons regarder. En général, c'est ici que je voudrais terminer. Ici, je vous invite à télécharger le programme, à vérifier ses possibilités et je pense que cet outil est vraiment très utile pour chaque ingénieur en CVC. Par conséquent, je vous invite à le découvrir. Merci pour votre attention et à bientôt dans le prochain épisode. Salut!